Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. Hello Jean. Bienvenue dans Science en question. Aujourd'hui, notre studio prend des allures de base de lancement pour une émission consacrée au futur lanceur européen Ariane 6. Alors quelles sont les nouveautés de cette fusée? Comment est-elle construite? Et quelles seront ses missions? Nous vous dévoilerons les coulisses de ce projet futuriste. Et puis nous visiterons aussi le centre spatial de Kourou en Guyane où notre deuxième invité sera en duplex. Alors accrochez-vous, ça promet de secouer. Ce décollage impressionnant, c'est celui d'Ariane 5. Avec plus de 115 lancements au compteur, ce lanceur est connu comme l'un des plus fiables au monde. Et cela même après avoir connu des débuts difficiles en 1996. Mais voilà, après 27 années de bons et loyaux services, Ariane 5 va prendre sa retraite en 2023. Ce lanceur, devenu trop coûteux à produire et pas assez polyvalent, va laisser sa place à une nouvelle génération de fusées baptisée Ariane 6. Et pour nous présenter ce futur lanceur européen, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Bugnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes chef de projet Ariane 6 au CNES. Et pour commencer, je voudrais qu'on fasse un peu le point, parce qu'il y a plusieurs acteurs sur ce projet de nouveau lanceur. Il y a donc Ariane Group, il y a l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et il y a le CNES, le Centre national d'études spatiales. Alors qui fait quoi dans ce projet ? Donc l'ESA est le client principal, le maître d'ouvrage, et également l'architecte qui s'occupe de la cohérence d'ensemble. Ariane Group est le prime industriel, le responsable de la fusée, du développement, construction de la fusée, avec plein d'industriels à travers l'Europe qui travaillent pour Ariane Group. Plus de 200, je crois, Voilà. Ça va. Et le CNES a plusieurs rôles, dont le principal sur Ariane 6, c'est d'avoir développé et fabriqué le pas de tir en Guyane. Donc il y a d'autres rôles, puisque le CNES est aussi assiste l'ESA dans son rôle d'architecte, est en expertise aussi ponctuelle sur des demandes d'Ariane Group, s'assure de la sécurité au centre spatial guyanais, etc. Donc le CNES a un rôle vraiment multiple sur Ariane 6. Eh bien justement, vous parliez du centre spatial guyanais. Dans la deuxième partie de l'émission, nous partirons en Guyane, justement, et plus exactement au centre spatial guyanais, situé près de Kourou. Nous serons en direct avec notre second invité qui nous y attend déjà. Bonjour Thierry Vallée, vous nous entendez bien ? Oui, bonjour. Bonjour depuis Kourou, je vous entends très bien. Bonjour, alors vous êtes directeur en charge de la protection, de la sauvegarde et de l'environnement au centre spatial guyanais. Est-ce que vous pouvez nous décrire où vous vous situez là actuellement ? Bien, actuellement, je suis au centre de contrôle Jupiter, donc c'est la tour de contrôle du centre spatial guyanais. Donc c'est d'ici que tous les lancements sont coordonnés, donc ce qu'on appelle la chronologie de lancement. La coordination finale et complète des lancements est faite depuis cette place. Et donc la décision et l'autorisation de lancement sont données et c'est dans cette salle que, en particulier, le directeur des opérations va égrener les 10 dernières secondes avant la mise à feu et le décollage du lanceur. Le fameux compte à rebours qu'on entend souvent. Bon, ne bougez pas, on vous retrouve un peu plus tard pour découvrir ensemble le port spatial de l'Europe. Mais d'abord, Olivier, je voudrais qu'on revienne au début du projet Ariane 6. Comment est née l'idée de construire un nouveau lanceur ? Donc dès 2009, il y a eu des analyses d'avant-projet au CNES et en Europe pour remplacer Ariane 5 et la vocation d'Ariane 6, c'est aussi de remplacer un lanceur lourd Ariane 5 et lanceur moyen Soyouz. Donc Ariane 6 a cette double vocation. Pourquoi Ariane 5, face à la concurrence, devenait cher à produire, devenait difficile à vendre. Ça, c'est un des premiers aspects, un des premiers objectifs pour Ariane 6. Mais le deuxième, c'est aussi les multiplications des missions, les missions pour les satellites, les missions qui étaient demandées aux fusées sont de plus en plus complexes et nécessitent une polyvalence qui n'était pas complètement disponible au niveau d'Ariane 5. Donc il a été décidé de passer sur cette fusée Ariane 6, dont on verra un petit peu plus tard en quoi cette polyvalence et par quoi elle est apportée. Et donc Ariane 6 a ce double objectif principal.
Donc 2009, c'est un projet qui se prépare bien en avance. Voilà, donc 2009, c'est vraiment les premiers concepts, les premières idées. La décision du développement, c'est 2014, avec les ministres européens qui ont décidé de lancer ce développement en 2014. Mais ça reste des années de développement, tout à fait. Alors, dans cette émission, on a l'habitude de questionner le public avec un mot mystère. Et cette fois, on leur a demandé ce qu'on appelle une orbite géostationnaire. Écoutez ce que ça leur évoque. Bon, orbite, je sais. Géostationnaire, je comprends à peu près, mais je ne sais pas ce qu'est une orbite géostationnaire. Alors, vaisseau spatial, plutôt base satellitaire, quelque chose dans le genre. Moi, je dis la station Mir qui se déplace autour de la Terre. Je pense à un satellite, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour moi, c'est comme un satellite naturel. Ouais, quelque chose qui tourne autour d'une planète. Est-ce qu'on s'en approche déjà? Ah, parfait. C'est bon. On est dans le domaine. Parfait. Un orbite, c'est quelque chose qui est dans l'espace. Et voilà. C'est on va dire, c'est une ellipse autour d'un objet, qui est dans l'espace en fait, oui, c'est ce que je dirais. Orbite, c'est un point. Chérie, tu m'aides là? Dans l'espace. Voilà. Un point par rapport auquel on tourne, j'imagine. Une orbite, c'est quelque chose qui tourne autour de la Terre ou d'une planète, oui. Donc géographie, stationnaire, il stationne, donc il est immobile. C'est que ça reste statique, enfin... Non, qu'est-ce qui reste statique? Mais du coup, l'orbite, le cercle est tout le temps le même, la rotation. Non, mais c'est-à-dire qu'il reste, je pense, autour du même point sur la Terre. Je crois que c'est ça. Alors, certains sont sur la bonne piste, mais avant d'expliquer ce qu'on appelle une orbite géostationnaire, il faut qu'on rappelle quel est le rôle d'un lanceur. Finalement, c'est quoi? C'est un gros cargo qu'on envoie dans l'espace? Oui, exactement. Le but, c'est d'envoyer des vaisseaux, qu'on appelle souvent satellites, mais ça peut être aussi des sondes interplanétaires ou autres. Donc, ils sont à l'altitude 0 en Guyane pour l'Europe et à une vitesse nulle, ou disons la vitesse de rotation de la Terre, mais qui n'est pas très importante. Et le but de la fusée, c'est de les emmener sur une trajectoire dans l'espace, une orbite, avec non seulement une certaine altitude de quelques centaines de kilomètres, mais ce n'est pas ça qui est le plus énergétique, c'est surtout le fait de leur donner une vitesse qui leur permettra d'être en permanence, de tourner en permanence comme la Lune autour du Soleil, une vitesse orbitale de l'ordre de plusieurs kilomètres par seconde, de 7 à 8, voire 10 kilomètres par seconde. Donc c'est ça c'est la mission, c'est de donner cette énergie-là à ces objets. Et on doit construire un nouveau lanceur à chaque fois ? Alors oui, en Europe, on a des lanceurs qui sont non réutilisables jusqu'à maintenant. Et donc à chaque lancement, c'est un nouvel objet qui sert à lancer ces satellites. Et on travaille pour l'avenir en Europe à des lanceurs qui seront réutilisables. Alors, vous avez commencé à l'expliquer, donc le but c'est de mettre les satellites sur des orbites bien précises. Alors, qu'est-ce que l'orbite géostationnaire? Est-ce que les gens qui ont répondu avaient la bonne réponse ou étaient proches? À la fin, on s'en rapprochait. Mais c'était très sympathique ce micro-trottoir. Donc oui, quand on décompose, orbite c'est une trajectoire dans l'espace. Géostationnaire, c'est qui semble, je vais le traduire, qui semble fixe par rapport au Soleil. Et donc c'est, comme on le voit ici sur le schéma, c'est un endroit qui est extrêmement stratégique autour de la Terre, une altitude donc, qui est au-dessus de l'équateur, à 36 000 km d'altitude, qui a la particularité, quand on met un objet sur cette trajectoire à la bonne vitesse, sa rotation, il tourne exactement en même temps et à la même vitesse que la Terre. Donc une antenne depuis le sol va pointer un point fixe, et ce point fixe, c'est le satellite qui va tourner en même temps que la Terre, et donc l'antenne n'a pas besoin de se déplacer, donc elle est extrêmement importante. Le satellite met 24 heures à faire une rotation complète? Voilà, presque 24 heures, oui. Et dans quel intérêt, dans quel cas on fait ça? Alors principalement, et ça a été le business entre guillemets de ces 10, 20, 30 dernières années, c'est principalement pour de la télécommunication. C'est-à-dire, comme je le disais, les antennes de télécommunication qui fixent un point, donc la télévision, etc. Bon, pas seulement, il y a aussi d'autres objets qui ont intérêt, mais c'est
l'utilisation principale de cette orbite géostationnaire. Et la fusée, elle ne va pas vraiment jusqu'à l'orbite. Comment ça se passe pour mettre le satellite sur cette orbite? Alors, ça serait effectivement, ça serait désoptimisé, ça serait trop compliqué, trop lourd pour la fusée. Donc, on préfère mettre ce satellite à 200 à 250 km d'altitude, mais avec suffisamment d'énergie pour que, donc ça c'est le périgée, c'est l'endroit le plus bas de l'orbite, donc c'est une ellipse, on a entendu le mot dans le micro-trottoir, qui va aller avec un apogée à 36 000 km d'altitude. Donc cette trajectoire-là, c'est cette trajectoire qui est fournie, alors on va le voir sur le schéma là, qui est fournie par la fusée au satellite. Et ensuite, le satellite de lui-même, une fois qu'il aura déployé ses panneaux solaires, qu'il aura acquis les signaux avec le sol, etc., il va donner une grosse impulsion quand il sera à 36 000 km d'altitude, on le voit ici, et là, pour redonner un petit peu d'énergie, donc circulariser son orbite, se trouver in fine sur cette orbite finale. Et après, là, c'est parti. Et là, c'est parti pour une durée de vie de nombreuses dizaines d'années, si ce n'est pas plus, en tant qu'objet qui tourne autour de la Terre. Eh bien, découvrons maintenant tout le potentiel de cette nouvelle fusée. Si en apparence, Ariane 6 ressemble beaucoup à Ariane 5, vous allez voir qu'elle est un condensé d'innovations technologiques. Olivier, votre travail consiste à coordonner toutes les équipes du CNES qui participent à son développement. C'est notre séquence Science en Action. Lorraine, tu vas nous dresser le portrait robot d'Ariane 6. Tout à fait. Alors Olivier, première question. Je voudrais que vous nous indiquiez quelles sont les principales parties qui composent la fusée. Si on la décompose par exemple de bas en haut, vous avez un schéma devant vous. Qu'est-ce qu'on trouve en bas? Donc les trois objets qu'on voit, les deux détachés, un devant et un qu'on imagine derrière, les quatre objets-là sont des boosters, donc sont des accélérateurs, la propulsion solide qui permet pendant 2 minutes de vraiment faire en sorte que la fusée s'arrache du sol, de l'atmosphère et de la pesanteur. Donc ça pousse très fort pendant très peu de temps. Il y a presque 500 tonnes qui sont brûlées de carburant, qui sont brûlées en 2 minutes. Voilà, c'est vraiment une poussée très importante. Pour la décrocher du sol. Voilà, une poussée très importante. Dès que ces moteurs sont vides, ils vont se détacher, ils vont se séparer, on va dire, et pour alléger la fusée au maximum, ils sont plus utiles, donc on s'en sépare. Et l'étage principal, qui lui s'est allumé depuis le sol, dès le début, donc les 5 moteurs, les 4 boosters et l'étage principal poussent au début. L'étage principal, donc, qui fonctionne à base d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide, donc fabrique des particules d'eau qui sont éjectées à très grande vitesse, et donc qui vont pousser tout seuls pendant une dizaine de minutes. Et oui, ils embarquent de l'oxygène parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour faire la combustion une fois voilà, exactement. qu'on est dans on est obligé d'embarquer carburant et comburant pour pouvoir faire cette réaction chimique. Effectivement, c'est la caractéristique des moteurs fusées, doivent pouvoir fonctionner dans le vide. Ensuite, on a encore un autre moteur qui va nous servir encore plus tard, une fois qu'on est sorti de l'atmosphère. Voilà, donc on a... Là, je fais un petit saut, là je suis plus chronologique, il va y avoir la coiffe qui va se séparer, alors on y reviendra peut-être après. La coiffe, c'est ce qui protège les satellites de l'écoulement de l'air tant qu'on est dans l'atmosphère. Par contre, au bout de 3 minutes, on est déjà à plus de 100 km d'altitude, donc on n'a plus besoin de protection, donc on peut se séparer de cette coiffe. Donc là, effectivement, le principe du fait de dire on a allégé, on a vidé notre premier étage, on s'en sépare et on est à nouveau très léger, beaucoup plus léger pour pouvoir allumer l'étage supérieur d'Ariane 6 qu'on voit ici avec ce moteur Vinci réallumable. On va le voir d'ailleurs dans une vidéo puisque vous l'avez bien décrit, comme tous les lanceurs, la fusée elle n'arrive pas intacte jusqu'à l'orbite visée. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a que le satellite qui arrive jusqu'à l'orbite. Elle va s'alléger de plein de morceaux en route. Donc là on voit les boosters, c'est ça, juste en bas, c'est eux qui s'allument au début. Voilà, donc on a allumé le moteur pour quelques secondes, on vérifie qu'il fonctionne bien. Dès qu'il fonctionne, on allume les boosters et là, ça décolle. Là, il faut soulever quand même 700 tonnes, oui, à peu près. Donc il y a la poussée. 700 tonnes avec le poids des satellites aussi? Oui, qui ne représente que 1% du poids d'une fusée en général. Là, les boosters se détachent, ils vont tomber dans l'océan? Voilà, on va s'assurer qu'ils sont complètement vides, complètement inertes et qu'ils vont retomber dans l'océan, effectivement. Le moteur Vulcain continue à pousser. Ce que j'expliquais tout à l'heure, les coiffes se séparent dès que possible aussi pour alléger au maximum, c'est quelques tonnes de séparation. Là, on a quitté l'atmosphère. Voilà, 10 minutes plus tard, l'étage principal est vide. Allumage du moteur le plus tôt possible du moteur Vinci. Extinction, alors c'est aller un petit peu en accéléré, ça se passe normalement une vingtaine de minutes. Extinction du moteur Vinci
séparation du premier satellite, séparation de la structure porteuse, réallumage, et là c'est ce que j'expliquais, réallumage du moteur 26, et ça c'est la nouveauté d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5, pour pouvoir mettre le deuxième satellite sur une autre orbite, une autre trajectoire, si besoin. Alors oui, c'est 2 satellites, mais on peut aller à... On peut aller à des constellations de satellites, donc des dizaines de satellites qui peuvent être, alors pas chacun sur sa trajectoire, ça serait trop compliqué, mais on peut les mettre plusieurs par trajectoire, et une autre vertu d'Ariane 6, c'est cette capacité de réallumage du moteur 26 permet également, en fin de mission, de réallumer une dernière fois pour désorbiter, c'est-à-dire faire brûler l'étage principal dans l'atmosphère, pour faire en sorte qu'il ne reste pas Sinon, il reste sur l'orbite, il continue à tourner avec le voilà, reste des objets. Sur Ariane 5, il reste. Par contre, on s'arrange pour qu'il soit un périgée suffisamment bas pour qu'il y ait du frottement, pour qu'il reste le moins longtemps possible. Un périgée, c'est-à-dire un axe... Une altitude minimale autour de la Terre pour que ça reste... Il y a du frottement atmosphérique, ça freine et donc ça rentre quand même au bout d'un certain temps pour ne pas laisser des débris en orbite. Alors, depuis tout à l'heure, on prend l'exemple d'une fusée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ariane 6, il y a 2 exemplaires, c'est ça? Tout à fait. Quelle est la différence entre ces 2 versions? Donc 2 versions, donc les fabrications sont quasiment les mêmes. On a l'impression qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais en fait c'est un petit peu un effet d'optique. Donc on a une version A62 qui est un lanceur moyen, qui vient pour remplir un certain nombre de missions de type lanceur moyen, donc, et une version A64 pour lanceur lourd. Donc lanceur moyen, ça veut dire la gamme de Soyouz, à peu près, hein, donc c'est quelques tonnes et plutôt sur des orbites ou des trajectoires pour de l'observation de la Terre, vers le nord, vers voilà, ce genre de mission particulière. Et puis, à droite, vous voyez, avec 4 boosters, là c'est vraiment la gamme Ariane 5, une dizaine de tonnes, voire un peu plus, en orbite géostationnaire, ou bien des constellations en orbite basse. Alors, je voudrais rappeler quand même que, enfin, on l'a déjà dit, que le projet Ariane, c'est un projet européen. Donc, toutes les pièces sont produites un peu partout en Europe. Tous les membres de l'UE, tous les pays membres de l'UE participent à Ariane 6 ? Alors, non. Alors, doublement non. C'est-à-dire que, d'une part, il y a certains pays qui ne participent pas à Ariane 6. Chaque pays, à l'intérieur de l'ESA, choisit ou pas de participer à ces programmes, qui sont facultatifs. Mais il y a également, à l'intérieur de l'Agence spatiale européenne, des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui participent à Ariane 6. Donc j'ai en tête la Suisse, qui fabrique la coiffe, par exemple, qui conçoit la coiffe et d'autres éléments du lanceur, dont l'industrie fabrique ces éléments-là. Il doit y avoir la Norvège également, qui, si je ne me trompe pas, ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui fait partie également de l'Agence spatiale européenne. Donc c'est pas objectif, c'est pas équivalent, mais c'est en gros chaque pays libre. Voilà, chaque pays développe à ses spécificités, son industriel qui est capable qui maîtrise une technologie, qui a ses usines et qui fabrique un bout du lanceur. Et quelles pièces sont construites en France? Alors en France, la France est le plus gros pays sur Ariane 6, c'est-à-dire celui qui finance le plus et donc qui fabrique le plus ou qui conçoit le plus. Donc les éléments, il y a beaucoup d'éléments qui sont en France, mais les éléments les plus visibles et les principaux, donc c'est l'étage principal, le premier qu'on a vu s'allumer. C'est les moteurs Vinci et Vulcain, donc les moteurs à propulsion cryogénique, donc ils sont de la haute technologie. Ils sont, encore une fois, il faut expliquer que ces étages ou ces moteurs, ils sont fabriqués avec des pièces qui, elles, viennent de différents industriels européens, quoi. Et puis, élément majeur aussi, c'est le prime industriel, l'architecte industriel, en charge de la cohérence globale de cette fusée, de faire en sorte qu'elle va fonctionner complètement avec son programme de vol, développement de son programme de vol, tout ça, c'est Ariane Group, au Muro, qui est en charge de cette fonction. Du coup, qui coordonne tous les pays européens. Il faut s'assurer que toutes les pièces soient bien faites. C'est un grand défi, il faut que tout le monde collabore, communique bien pour que... Voilà, c'est un grand défi. Une petite anecdote, c'était le grand défi de l'Europe dans les années 70, puisque la fusée Europa, qui a tenté 13 fois d'être allumée avec un moteur allemand, un étage allemand, un étage français et un étage anglais, 13 fois, c'était 13 fois un échec. Et la leçon apprise, c'était qu'il n'y avait pas d'architecte global qui coordonnait tout ça, et donc chacun fonctionnait bien individuellement, mais sur une fusée, il fallait une meilleure coordination. Alors le développement d'Ariane 6, c'est aussi la promesse de lancement moins cher qu'Ariane 5. Ça vous permet de vous rapprocher de tarifs proposés peut-être par d'autres concurrents, comme SpaceX, dont on parle beaucoup. Comment vous avez réussi à réduire les coûts de fabrication sur Ariane 6 ? Alors, je dirais, il y a 2 axes principaux. Un, c'est d'avoir des éléments communs à plusieurs lanceurs. Donc on a les boosters. Ils sont communs à Ariane 64, ils sont communs à Ariane 62, mais ils sont aussi communs à Vega C. L'étage principal de Vega C, c'est un booster d'Ariane 6. Donc l'Europe ça augmente la cadence et ça permet de mutualiser les coûts.
Vega C, juste pour préciser, c'est un lanceur italien? Non, lanceur également européen, mais là pour le coup, l'Italie est beaucoup plus impliquée que les autres pays. Donc c'est effectivement, on a tendance à penser que c'est un lanceur, mais c'est un programme de l'Agence spatiale européenne, qui est la gamme. Donc on avait moyen et gros Ariane 6, et puis Vega C, c'est la gamme petit lanceur, donc qui vient compléter la gamme des lanceurs européens. Parce qu'il y a des missions, il y a des petits satellites à lancer européens qui ont besoin de ces petits lanceurs. Donc c'est le premier point, c'est la commonalité, d'accord, pour réduire les coûts. Le deuxième point, c'est que dès le début, Ariane 6 a été conçu pour être fabriqué de manière peu chère. Donc donc les méthodes de fabrication dans les usines de type automobile ou autre, des fabrications à la chaîne, etc., mais également de la fabrication additive, plutôt que d'avoir une grosse pièce massive dans laquelle on vient faire des trous et alimenter, on va fabriquer comme une imprimante 3D certaines pièces complexes. Et on a réfléchi dès le début à faire en sorte qu'elles soient facile à construire, et moins cher à construire, moins cher à fabriquer. D'optimisation depuis le début. de la chaîne de Ariane 5, c'était le contraire. On avait les technologies et on cherchait à faire un bijou technologique. Et on s'est ensuite intéressé à essayer de réduire ses coûts de fabrication, mais ce qui était déjà plus difficile. Et là, pour avoir un ordre d'idée, vous avez réussi à réduire les coûts de combien de pourcents à peu près? Donc on atteint à peu près l'objectif. C'est à peu près 40% de réduction par rapport à Ariane 5. Et donc ça correspond bien à ce qui était prévu. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de combien ça coûte un lancement de satellite? Je suis une entreprise qui veut lancer un satellite. Oui, alors les prix, vous irez voir avec Ariane Espace qui commercialise la fusée précisément, et on verra le prix qu'ils vous font. Mais l'ordre de grandeur pour une fusée comme Ariane 6, l'ordre de grandeur, c'est une centaine de millions d'euros. Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est un peu moins. Après, ça dépend des versions, ça dépend des trajectoires, si on déploie etc. des constellations. Si on veut avoir un ordre de grandeur, c'est plutôt ça. Et donc, quelles seront les premières missions d'Ariane 6? Alors, une des réussites d'Ariane 6, c'est qu'avant même son premier lancement, elle a déjà un carnet de commandes extrêmement rempli. Donc ça montre bien qu'Ariane 6 n'est pas dépassé ou n'est pas obsolète. Donc on a un premier lancement qui sera fait avec des petits satellites venant d'universités, de laboratoires, etc., puisque c'est un lancement à risque, on va dire. Et donc on a décidé de ne pas commercialiser ce lancement. Par contre, on a ouvert à des petits satellites, donc il y a des expériences qui vont être embarquées sur le premier lancement. Et puis derrière, il y a une série de lancements dans une première phase plutôt institutionnelle, c'est-à-dire les besoins qui viennent de l'Europe, des États européens, notamment l'État français. Donc ça, c'est une première partie de la vie commerciale, on va dire commerciale entre guillemets, c'est pour les besoins institutionnels. Donc ces satellites de géopositionnement Galileo, géopositionnement européen, Galileo, d'observation de la Terre. Donc tout ça, c'est sur la première phase de vie. Et ensuite, il y a des constellations de satellites qui vont être clients et qui ont commandé plusieurs fusées et donc ont rempli le carnet de commandes pour plusieurs années d'Ariane 6, même avant son premier lancement. Alors le projet a pris un peu de retard par rapport à ce qui était prévu au tout début. Alors là, on en est où? Quand est-ce qu'il est prévu le premier lancement? Bon, on n'a jamais été aussi proche. On a en ce moment en Guyane un lanceur qui est un lanceur réel qui fait des essais système, donc des essais pour montrer qu'il va bien fonctionner, pour vérifier qu'il fonctionne bien avec son pas de tir, etc. Donc ça, c'est des essais qui vont avoir lieu cette année. Donc l'objectif, c'est... Pardon ? L'objectif, c'est bien de lancer la première version d'Ariane 6 à la fin de l'année 2023. Je vous propose qu'on prenne un peu de recul maintenant, car la course à l'espace pose quelques questions. Nous sommes retournés voir le public pour leur demander leur avis sur la conquête spatiale. Écoutez leurs réponses. Déjà, découvrir d'autres planètes, il me semble, parce que si on ne va pas voir, on pense qu'on est tout seul. Sur des exoplanètes, si je dis pas de bêtises, on a vu qu'il y avait de l'eau sous l'état liquide, donc il peut y avoir de la vie. Enfin, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on est tout petit dans cet énorme univers. Ils sont très très utiles, hein, pour la géolocalisation justement. Et puis peut-être pour l'observation de ce qui se passe sur Terre, ce qui peut être très utile actuellement. Les télécommunications aussi, téléphone, la télévision, plein de choses. La cartographie du monde, et même faire des travaux en apesanteur, je crois que ça peut découvrir pas mal de trucs.
Oui, c'est sûr, oui, ça peut servir, oui, mais faut pas, comment dire, faut pas pousser les limites, enfin, faut pas aller trop loin non plus. Non, ça me fait pas peur. En revanche, un satellite dure assez longtemps, donc je suis pas certaine de l'utilité d'en remettre encore des couches et de dépenser des millions pour ça. En revanche, je bosse pas là-dedans, donc ça se trouve, il y a des avantages et qu'on ne soupçonne pas en fait. Est-ce qu'on pourrait pas justement plutôt rendre plus performants les anciens satellites et investir dans... Alors peut-être que c'est plus cher aussi. De rendre plus performants des anciens satellites plutôt que d'en mettre d'autres. En fait, ça dépend quelle éthique il y a derrière. On va dire que si c'est une éthique pour trouver des ressources ou une façon d'avoir un peu de distance par rapport à la façon dont on exploite la Terre, ça peut avoir du sens. Après, si c'est une super course au profit, peut-être que ça ne peut qu'aggraver finalement ce qui se place déjà, en fait. Voilà. Olivier, on voit que la conquête de l'espace, ça pose question quand même, mais certains l'ont rappelé, l'ont évoqué, ça a quand même aidé à changer certaines choses au quotidien. Est-ce qu'on peut rappeler des grandes applications des satellites qu'on utilise au quotidien ? Oui, le public est finalement assez fort, hein, donc plus que sur la précédente question. Donc, comme je le disais, la communication, hein, la télévision directe à l'autre bout du monde, ça passe forcément, enfin ça passe par les satellites. Donc communication, c'est aussi téléphone, Internet haut débit, etc. Donc la télécommunication, c'est, comme je le disais, c'était le grand périmètre du spatial dans les premières dizaines d'années. Le géopositionnement, comme ça a été très bien dit, donc tout ce qu'on appelle GPS, là, GPS c'est l'équivalent américain de Galileo pour l'Europe, et puis les Chinois et les Russes ont aussi leur propre système. Donc c'est important pour la vie de tous les jours, mais c'est aussi très important stratégiquement pour les avions qui vont atterrir sur un porte-avions, qui vont atterrir, etc. Donc les avions, les objets, etc. D'un point de vue scientifique aussi Alors scientifique, il y a énormément d'applications scientifiques. Donc on a le 24 décembre de l'année dernière, on a lancé le satellite James Webb qui offre des images magnifiques de l'espace lointain, de manière incroyable. Donc les expériences sur la Station spatiale internationale avec Thomas Pesquet, bien connu du public. Donc l'observation de la Terre. L'observation de la Terre, c'est quoi? C'est la météorologie, donc ça on voit les photos satellites tous les soirs à la télé. Mais c'est aussi Google Earth, voir de manière très précise, c'est aussi des applications militaires. Mais et il ne faut pas l'oublier, pour moi ça me tient beaucoup à cœur. Sur les 50 variables climatiques qui permettent de suivre l'évolution du climat, 26 ne sont observables que depuis l'espace et sont observées depuis l'espace. Donc l'espace sert aussi à se rendre compte, à prendre du recul et se rendre compte de l'évolution de l'état de notre planète. Et c'est vrai que les astronautes le disent beaucoup quand ils tournent autour de cette planète là et qu'ils la voient, la beauté de cette planète et tout ça, ils sont touchés par cette fragilité aussi de notre planète. C'est aussi un enjeu stratégique pour l'Europe. Ce nouveau lanceur, c'est aussi des questions géopolitiques quelque part. Quels sont les enjeux derrière ? Les enjeux, c'est de pouvoir, quel que soit l'état de relation avec nos partenaires, aussi alliés soient-ils à un moment donné, de pouvoir avoir la capacité en toute autonomie de lancer le satellite qu'on souhaite sans avoir à subir de pression et être dépendant. L'histoire d'Ariane 1, c'est une histoire où les Américains ont mis un certain nombre de conditions que les États européens ont jugées inacceptables pour lancer Symphonie, un satellite de télécommunication pour les Jeux Olympiques en Allemagne. Je ne sais plus si c'était Munich. Oui, je crois Munich en 1972. Depuis quelques années, on voit aussi beaucoup d'acteurs privés qui pointent le bout de leur fusée, si on peut dire. Mais comme je pense par exemple à Falcon 9 ou Heavy de SpaceX, oui. Est-ce que la concurrence est de plus en plus rude dans ce domaine ? Alors oui, la concurrence est rude. Ariane 4 et puis Ariane 5 ont été en duopole à peu près tout le temps pendant leur vie, avec différents duopoles, avec différents concurrents. Là en ce moment, le gros concurrent
c'est quand même SpaceX qui lance beaucoup plus que tous les autres, en tout cas, et qui propose des services commerciaux concurrentiels. Donc oui, la concurrence est rude, mais comme je le disais, il y a malgré tout des acteurs privés qui viennent frapper à la porte d'Ariane 6. Donc ce qui montre que Ariane 6 est quand même dans le coup, est quand même concurrentiel. Et donc oui, concurrence rude, mais Ariane 6 pas dépassé. Donc même avec le retard que ça a pris, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Europe est en retard par rapport à la concurrence. Alors ça dépend, non, enfin on ne peut pas le dire parce que, encore une fois, Ariane 6 a du succès commercial, mais après ça dépend sur quels critères on se place. En toute honnêteté, aujourd'hui, SpaceX fait de la réutilisation, alors que l'Europe, la réutilisation des fusées, ce ne sont encore que des avant-projets, des études qui vont déboucher dans les années qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie de leur fusée qui revient sur Terre, qui réatterrit et qui peut repartir. Peut repartir, voilà. Combien de fois Alors, beaucoup. Donc là, il y a un booster qui a été réutilisé, je crois, 15 fois en début d'année, une 15e fois qu'il était réutilisé, donc beaucoup. Oui. Alors pas des centaines de fois encore, mais beaucoup. Donc ça permet de réduire les coûts et ça permet... Est-ce que le CNES, Ariane Group et l'ESA, ils pensent déjà aussi à ces solutions? Ah oui, non seulement ils y pensent, mais ils mettent de l'argent, ils mettent des études, ils mettent des ingénieurs avec toute une logique de montée en maturité de connaissances des technologies associées, avec plusieurs projets progressifs. Donc il y a un moteur qui sera réutilisable, qui est en cours de développement, qui a fait son premier tir à la fin de l'année dernière, la Prometheus. Il y a des projets de réutilisation du premier étage ou de démonstration de réutilisation du premier étage, on peut citer Callisto, il y a Thémis, il y a toute une logique incrémentale pour les prochaines années pour préparer effectivement la suite d'Ariane 6 déjà, puisque vous voyez que le développement d'une fusée c'est très long, quoi. Une question qui a été soulevée aussi, c'est l'envoi de toujours plus de satellites dans l'espace. Ouais. Et la question se pose d'autant plus quand on sait qu'Elon Musk, le patron de Starlink, donc, prévoit d'en envoyer plus de 40 000 d'ici 2025. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour moi, ça fait écho vraiment à la problématique des débris en orbite. Donc, les débris en orbite, c'est une réelle difficulté pour certaines zones certaines orbites basses plutôt, principalement. Donc, il faut que ces projets, ils suivent les règles qui sont proposées par la communauté internationale. Pour que, avant la fin de la vie de chacun de ces satellites, ils gardent un petit peu de carburant pour se désorbiter, typiquement. Pour que les étages principaux, ceux qui vont rester quelques mois ou quelques années en orbite, ils soient complètement vidés de leur puissance, etc., pour pas qu'ils risquent d'exploser sous l'échauffement. Pour que les futurs développements de fusées, on désorbite systématiquement l'étage supérieur, comme on va le faire sur Ariane 6. Donc tous ces moyens-là, ils permettent de ne pas amplifier ce problème qui est déjà un petit peu existant, puisque vous avez vu certains films sur le sujet, mais c'est assez réel, c'est que je vous ai dit au tout début que les débris, enfin non pas les débris, les satellites, ils tournaient à plusieurs kilomètres par seconde, donc il y a énormément d'énergie. Un satellite qui explose, de manière volontaire ou involontaire, ça va faire des millions de débris qui font chacun de quelques dizaines de grammes à quelques kilos, voire quelques dizaines de kilos, mais même 1 kilo à 7 ou 8 km par seconde, c'est une bombe, quoi. Donc ces débris-là, quand ils risquent d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, c'est-à-dire une réaction en chaîne qui fait que chaque débris va percuter avec un autre débris et ça risque de polluer complètement certaines orbites. Donc il faut vraiment être propre et ne pas recréer des débris supplémentaires. Donc si Starlink, et je crois comprendre qu'il est plutôt vertueux sur le sujet, de toute façon il a intérêt lui aussi, il ne peut pas se permettre de polluer ses propres orbites, donc s'il est vertueux, s'il désorbite à chaque fois que ces satellites ils sont en fin de vie, et ça va brûler dans l'atmosphère, le problème, il devrait limiter ou résoudre ou traiter ce problème-là, quoi. Merci Olivier, en tout cas vous nous avez donné une idée de sujet pour une prochaine émission. Tout à fait. Je connais aussi des gens très pertinents sur le sujet. On est preneurs, Dans la première partie de l'émission, vous nous avez présenté Ariane 6, le nouveau lanceur européen. Maintenant, on met le cap sur le port spatial de l'Europe, à Kourou, en Guyane. Là-bas, notre prochain invité nous attend pour nous faire visiter les coulisses d'une base de lancement. Nous découvrirons aussi le pas de tir de la future Ariane 6. Et bien sûr, il nous racontera comment se déroule le lancement d'une fusée. Son travail est complémentaire du vôtre, Olivier, pour qu'Ariane 6 voie le jour. C'est notre séquence L'Esprit d'équipe.
Bonjour Thierry Vallée, rebonjour je devrais dire. Rebonjour Jean. Merci d'être avec nous depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Alors je rappelle que vous êtes directeur en charge de la protection, de la sauvegarde et de l'environnement du port spatial de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous décrire où vous êtes, nous rappeler où vous êtes et ce qu'on y fait? Oui, donc là je suis actuellement donc au centre de contrôle Jupiter, c'est la tour de contrôle du centre spatial. Donc d'ici que les dernières heures de préparation des fusées, des satellites, de la base de lancement, donc de tous les moyens qui sont nécessaires pour suivre la fusée tout le long de sa trajectoire, donc sont préparés, sont coordonnés, afin que tous ces éléments et tous ces systèmes soient prêts pour l'instant véridique, qui est l'instant du décollage, et après pour toute la mission et tout le vol. On voit Ariane 6, c'est bien ça, tout de suite à votre gauche à proximité? Oui, qui est ici, oui. Et à côté, ce sont lesquels alors? Donc, vous avez Ariane 6, Ariane 5 qui est donc un petit peu au second plan, et entre les deux, vous avez donc la maquette du lanceur Vega C, donc, et ces maquettes sont à l'échelle, hein, donc Ariane 6, 62 mètres de haut, Ariane 5, 52 mètres, et puis donc le Vega C qui est à une bonne entre 30 et 40 mètres, je ne me souviens plus exactement la hauteur exacte. Alors évidemment, dans une base de lancement comme à Kourou, on ne trouve pas seulement une tour de contrôle, donc là où vous êtes, on trouve aussi ce qu'on appelle le pas de tir, c'est la zone de lancement. Le pas de tir d'Ariane 6 il est déjà bien avancé. On l'appelle ELA 4, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire ensemble de lancement numéro 4, et dans la filière et dans la vie d'Ariane depuis 1979. Donc, c'est le quatrième pas de tir dévolu donc à la filière Ariane, donc depuis maintenant un peu plus de 50 ans. Mais pourquoi il y a une évolution? C'est parce que quand même à chaque fois le lanceur a tendance à se complexifier, à être plus gros. Donc, par rapport à l'Ariane 1 qui a été lancée donc le 24 décembre 1979, Ariane 6 n'a vraiment plus rien à voir. On est sur des échelles totalement différentes, voire même sur des types de propulsion qui sont différents. Donc, avec Ariane 1, on est très peu avec de la propulsion hydrogène-oxygène liquide. On était sur d'autres types de propulsion. Donc, il a fallu qu'il y ait une évolution. Et donc, l'ensemble de lancement numéro 4 pour Ariane 6 va amener en même temps que Ariane 6 amène des nouveautés et des innovations, va également amener sur les moyens sols donc le meilleur de ce qui peut se faire en Europe pour accompagner donc le décollage du lanceur Ariane 6. Et ben justement, là, vous nous mettez l'eau à la bouche. On a envie de savoir quelles sont les innovations de ce nouveau pas de tir. On a vu quelques images en même temps que vous parliez. C'est un projet monumental. Alors, quelles sont les spécificités de ce nouveau pas de tir? Donc le nouveau pas de tir que vous avez pu voir effectivement en image se caractérise tout d'abord par un assez grand et volumineux portique qui en fait pendant les derniers jours de préparation du lanceur Ariane 6 va être là pour protéger le lanceur et puis donner donc aux opérateurs qui vont travailler autour pour finaliser l'intégration et préparer au lancement, donc va donner donc différents niveaux d'accès. Et ce portique mobile, qui est quand même une prouesse mécanique assez remarquable, puisque c'est quand même une structure qui mesure 90 mètres de haut, qui a une emprise au sol de 50 mètres par 50 mètres. C'est quand même une structure métallique qui pèse pas loin de 8000 tonnes. Cette structure métallique, 4 heures avant le décollage, va être reculée et va être déplacée sur des rails pour laisser place et laisser le champ libre au lanceur pour qu'il puisse décoller sans aucune contrainte. Alors, on l'a vu avec Olivier, les principaux éléments qui constituent Ariane 6 sont fabriqués en Europe. Comment est-ce qu'ils sont acheminés jusqu'à Kourou, là où finalement on fait l'assemblage final?
Ces éléments, donc les étages constitutifs et les éléments constitutifs des propulseurs à poudre, du corps central, de l'étage supérieur, les 2 demi-coiffes que vous avez au sommet du lanceur. Donc ces éléments qui sont construits un peu partout dans les pays du continent européen vont transiter et arriver à Kourou par voie maritime, par bateau. Et à ce titre, donc ArianeGroup a conçu le premier cargo maritime à voile, je dirais à aile même, au monde, et ce cargo qui s'appelle Canopée, donc qui fait 121 mètres de long, 22 mètres de large, et justement là aujourd'hui à Kourou pour tester sa première traversée transatlantique. Ensuite, les satellites, donc en vocation à être mis sous coiffe, eux ont plutôt tendance à arriver en Guyane par voie aérienne, donc avec des gros transporteurs aériens lourds, et donc après par voie routière, donc soit depuis l'appontement donc maritime de Kourou ou l'aéroport de Félix Éboué à Cayenne-Matoury, donc par voie routière. Donc ces éléments vont converger progressivement vers les installations de l'ensemble de lancement numéro 4 pour pouvoir être intégrés, assemblés les uns avec les autres et finalement constituer ce lanceur de 62 mètres de haut qui sera fièrement érigé dans le ciel guyanais pour pouvoir partir en vol. Oui, justement, vous le disiez, une fois que les éléments sont acheminés à Kourou, la fusée est assemblée et c'est un peu une sorte de Lego géant. Et à proximité du pas de tir, on trouve un grand bâtiment, donc le bâtiment d'assemblage lanceur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce bâtiment ? Eh bien justement, le bâtiment d'assemblage lanceur, sa vocation, ça va être de partir de pièces élémentaires du Lego pour constituer finalement une partie, et en particulier pour Ariane 6, la partie centrale de propulsion de la fusée, donc pour l'assembler avant qu'elle ne soit transférée vers le pas de tir. Alors, le bâtiment d'assemblage lanceur a cette particularité, et c'est une première dans la filière Ariane, donc depuis la fin des années 1970, c'est que ces éléments constitutifs du corps central du lanceur Ariane 6 vont être assemblés à l'hororizontale. Avec Ariane 6, il y a une rupture. Donc il y a une rupture de choix, un choix de rupture opérationnelle, c'est de faire cette intégration à l'horizontale. Donc le bâtiment d'assemblage lanceur, si on le compare avec son cousin, le bâtiment d'intégration lanceur sur Ariane 5, c'est un bâtiment qui est beaucoup plus simple et un bâtiment qui est finalement beaucoup plus petit et qui fait une grosse vingtaine de mètres de haut, là où le bâtiment d'intégration de lanceur d'Ariane 5 fait plus de 60 mètres de haut. Donc, c'est en termes de complexité de construction de ce pas de tir, premièrement, de construction, mais aussi de maintenance de ce bâtiment d'assemblage ou d'intégration, on y gagne beaucoup. Alors après, cette partie centrale qui est construite à l'horizontale, elle est amenée au niveau du pas de tir, là où elle est redressée, donc elle est mise sous le portique, c'est bien ça. Et là, on assemble le reste des éléments ? Exactement, donc on va transféré à l'horizontale par voie routière, donc entre le bâtiment d'assemblage lanceur et la zone de lancement et son portique, donc il y a à peu près 800 mètres de route, donc on va transférer à l'horizontale ce corps central qui aura été intégré, le verticaliser, donc c'est une opération qui est assez rapide, moins d'une heure, pour passer de la position horizontale à verticale, puis positionner donc au centre du pas de tir et de la table de lancement ce corps central. Et à partir de là, donc on va pouvoir terminer ce Lego, et en particulier rajouter latéralement donc les 2 ou 4 propulseurs d'appoint à poudre, donc ces accélérateurs à poudre qui vont permettre à l'ensemble de pouvoir s'arracher à la gravité terrestre donc au moment du décollage. Et on va pouvoir après, et effectivement, à la verticale, rajouter les satellites sous coiffe. Donc ces satellites sous coiffe qui vont eux être préparés dans d'autres endroits, donc dans des salles blanches. Les satellites, ce sont vraiment, il faut imaginer ça comme des joyaux. C'est très fragile, c'est bourré d'électronique. Même certains satellites ont vraiment des optiques. Les satellites qui vont observer la Terre ou qui vont faire de la science, ce sont des optiques très très sensibles qui doivent vraiment pas voir la moindre poussière. Donc ces satellites vont être préparés dans d'autres environnements où les températures, l'hygrométrie, la propreté vont être contrôlées, donc ce sont ce qu'on appelle des salles blanches. Tout ça, ça va être assemblé au niveau de la coiffe, donc dans une grande salle blanche qui se situe à peu près à 4 km de l'ensemble de lancement numéro 4, et par voie routière, 2 jours avant le décollage,
la coiffe avec ces satellites vont être érigés au sommet du lanceur Ariane 6 pour finaliser finalement l'intégration de l'ensemble et puis être prêt à partir finalement dans les dernières opérations avant le décollage. Il y a déjà un premier exemplaire qui est donc sous le portique actuellement. Il va subir une batterie de tests, c'est ce qu'on appelle les essais combinés. En quoi ça consiste? C'est quoi l'objectif? Les premières parties des essais combinés sur Ariane 6, ça a été de vérifier que mécaniquement, finalement, les outillages, les interfaces, les accès sont compatibles entre le lanceur et ce portique mobile, cette table de lancement, le bâtiment d'assemblage lanceur aussi, puisque donc le bâtiment qui a permis de faire l'intégration horizontale du corps central. Donc c'est une sorte de répétition générale. C'est une répétition générale avec du matériel qui est vraiment à 99% représentatif du premier exemplaire et de l'exemplaire de vol. Et là, donc cette année 2023, nous allons passer à une deuxième phase et une troisième phase d'essais combinés. On va avoir des essais combinés de type électrique plutôt. Donc, on va vérifier que, après que s'être assuré que d'un point de vue mécanique, finalement, le pas de tir et le lanceur sont compatibles, on va vérifier que une fois que le lanceur est raccordé au banc, aux ordinateurs du sol, que finalement les ordinateurs au sol vont bien pouvoir dialoguer avec le lanceur. Et une dernière phase, qui est certainement la plus importante, en tout cas qui va être la plus riche et la plus intéressante, ça va être de pouvoir donner vie finalement à ces étages cryogéniques et donc à faire rentrer la partie fluide et donc les activités de remplissage et de vidange en hydrogène et oxygène liquide, en particulier allant même jusqu'à la phase ultime d'allumage du moteur Vulcain 2.1 qui se trouve à la base du corps central. Et alors au moment où on fait le fameux décompte que vous avez déjà fait, qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup de pression, j'imagine. Alors je ne parlerai pas forcément pour mes collègues. Personnellement, je n'ai jamais ressenti de pression. C'est vraiment plutôt de l'attention avec un L apostrophe. C'est pas de la tension, mais de l'attention, c'est que il faut voir que on est quand même entraîné ou surentraîné. Tout ce qu'on doit faire est écrit et procéduré. Même comme le Centre spatial guyanais, depuis la fin des années 70, on a lancé plus de 300 fusées. On a appris des cas dégradés, voire même des échecs. Donc finalement, on enrichit à chaque fois nos modes opératoires et finalement, même aujourd'hui, on sait réagir à des situations qui ne sont pas nominales. Donc, on est entraîné sur ces phases-là. Et personnellement, il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore directeur des opérations, c'était vraiment de l'attention, c'était vraiment un aboutissement finalement, et lorsque c'est un succès, par contre, c'est vrai que c'est un soulagement et c'est la satisfaction d'avoir fait bien son travail au bon moment et de permettre à d'autres personnes de pouvoir poursuivre finalement leur mission. Eh bien, écoutez, merci Thierry. On va continuer notre discussion dans la suite de cette émission puisqu'on va passer maintenant aux 24 heures chrono. Évidemment, quand on dit mon métier, c'est de contribuer à envoyer des fusées dans l'espace, ça peut fasciner certains. On est donc retourné dans les rues de Paris pour interroger le public. On leur a demandé si ça les faisait rêver. Écoutez leur réponse. Ah ouais, c'est des métiers, c'est des super métiers, ouais. C'est des métiers qui font rêver. Conquête spatiale, tout ça, c'est des super métiers. Pour les scientifiques, c'est formidable, c'est passionnant, bien sûr. Aller plus loin, en savoir plus. Extraordinaire. C'est pour voir les planètes, surtout, c'est cool. Et surtout parce que, c'est choquant. Je pense qu'il faut aimer ça, tout petit, pour vraiment vouloir faire ça comme métier plus tard. Alors je pense qu'il faut quand même pas mal de passion parce que ça demande quand même beaucoup de persévérance et on doit rencontrer quand même beaucoup d'obstacles à chaque fois. Donc pour pouvoir les surmonter, il faut de la passion. Ça, beaucoup de rigueur aussi. La précision, il faut être passionné par ce qu'on fait parce que c'est impressionnant. Polyglotte, j'ai vu une interview de Thomas Pesquet qui expliquait que si tu parles pas un paquet de langues, tu peux pas, c'est ça.
parler avec le reste des équipes internationales. Mais ouais, non, pour moi, c'est surtout un métier de passion. Mais après, ça peut aussi être une évolution de carrière, hein, quelque part. Mais moi, si, ça pourrait me plaire, ouais, je pense. Après, parce que tout ce qui est technologique, ça me plaît bien, mais la mécanique aussi. Donc, voilà. Il faut beaucoup d'études, je pense, scientifiques et informaticiennes aussi, je pense, pour développer les fusées, tout ça. C'est, je pense, bac plus, je sais pas combien, ou doctorat, mais ça doit être beaucoup d'études, je pense, non? Je sais pas, faut aimer quand même. Alors, les sciences. Il faut être bon en maths. Ouais. Ah, c'est bon. Hein. En maths et en sciences physiques. Voilà, c'est ce que je ferais pas du coup. Contrairement à cette petite fille, globalement, les métiers du spatial, ça fait plutôt rêver. Est-ce que pour vous, c'était un rêve de gosse? Non, pas un rêve de gosse, mais un rêve. Enfin, c'est une passion maintenant, et ça a été un rêve progressif. Ouais. Au lycée, je rêvais d'être pilote d'avion, donc je vais aller faire une école d'ingénieur aéronautique et espace. Et puis, dans cette école, je me suis spécialisé dans le spatial, et je suis très content d'avoir pu travailler dans le spatial. Ouais. Et vous, Thierry? Est-ce que c'était une passion? Est-ce que c'est une passion depuis tout petit? Oui, alors, les fusées, oui, en fait, oui, même depuis vraiment très très petit. Alors ça, c'est vraiment par opportunité, parce que j'ai rencontré très très tôt, quand j'étais très jeune, finalement, une personne qui venait de Kourou et qui m'a très rapidement, finalement, mis des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que c'est un objectif que je me suis donné, alors plus ou moins sérieusement depuis que j'étais très très jeune, depuis que j'avais 7-8 ans, mais finalement que j'ai atteint par une petite porte qui n'était pas forcément dévolue à aboutir à ce que je fais aujourd'hui ou à ce que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années quand j'étais directeur des opérations, puisque moi je suis rentré dans le spatial par la petite porte de l'informatique. Et je crois qu'il y a une personne qui a évoqué ce sujet dans le micro-trottoir. Et puis, alors, moi, je veux vraiment rebondir sur ce mot qui est prégnant dans toutes les bouches du micro-trottoir, c'est le mot de passion. Effectivement, c'est notre... La fusée, son moteur et son carburant, c'est l'hydrogène et l'oxygène liquide. Je pense que Olivier me contreriera pas. Nous, notre carburant, c'est vraiment la passion. Et en plus, la passion entraîne et entretient la passion, parce que moi, ça fait 28 ans que je suis à Kourou. Je suis arrivé à Kourou, j'étais jeune sorti d'école d'ingénieur. J'avais même pas 24 ans, j'avais 23 ans. Et tous les matins, je me réveille en me disant que j'ai une chance inouïe de pouvoir travailler dans ce domaine. Et la journée passée, finalement, entretient la passion, qui fait que le lendemain matin, je suis toujours aussi passionné de venir au boulot. C'est juste incroyable. Pourvu que ça dure. Olivier, initialement, dans votre parcours, vous l'avez dit, vous avez fait une école d'aéronautique et vous vous êtes spécialisé dans le spatial, mais quel a été votre raisonnement, votre cheminement de pensée? Donc c'était cette école généraliste à Toulouse, là, en dernière année, il faut choisir une spécialité. Et depuis quelques années, il y avait eu cette filière espace, donc qui était quelque chose qui m'intéressait doublement. D'une part parce que l'espace, ça me faisait rêver, comme beaucoup. Hein, et puis c'était quelque chose qui était transverse, c'est-à-dire c'était pas une spécialisation dans un métier. Là, il y avait aussi une spécialisation radar, je me souviens. Donc là, c'est radar, c'est vraiment très très pointu. Et moi, c'est cet aspect-là de vision transverse, de vision globale d'un projet, etc., qui m'intéressait déjà à l'époque. Et donc voilà, 3e année spatiale, j'ai fait mon service militaire, c'est un truc qui n'existe plus, mais dans le domaine spatial. Et ensuite, je suis scientifique du contingent, et ensuite j'ai travaillé directement dans le domaine spatial pour la fusée Ariane. Vous, Thierry, on peut dire que vous étiez destiné au CNES et à Kourou. Quand vous étiez petit, vous habitiez juste à côté du centre de lancement où le CNES faisait décoller des ballons stratosphériques, et vous connaissiez bien le chef du centre. C'est lui qui vous a parlé de Kourou, c'est ça ? Mais c'est lui qui revenait de Kourou, effectivement, de son premier séjour en Guyane, donc à l'époque de la construction des installations Europa 2, et qui, en 1978, avait terminé son détachement en Guyane pour finalement
ne pas quitter le monde des opérations, mais avec un aéronef beaucoup plus modeste que les fusées, donc avec les ballons stratosphériques. Il y a encore 40 ans, c'était régulier, donc que le matin, quand j'ouvrais mes volets, je voyais que sur la piste qui était à quelques centaines de mètres de chez moi, donc mes collègues à l'époque du CNES étaient en train de gonfler à l'hélium gazeux, donc ces gros ballons stratosphériques qui allaient embarquer des charges utiles de plusieurs centaines de kilogrammes pour culminer à 40 km d'altitude. Donc effectivement, ça m'a très rapidement, très très jeune, amené à lever le nez vers le ciel. Et puis inconsciemment, ça a probablement guidé mon parcours scolaire, et puis effectivement mon appétence pour les sciences, et puis finalement m'a orienté vers Kourou, qui était un autre, et qui est l'autre grand centre opérationnel du CNES. Olivier, à votre poste actuel, qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui ? Ce qui me vient comme ça, c'est l'interaction humaine, interagir avec les gens, que ce soit les équipes internes là, dont on a besoin de se coordonner, de vérifier qu'on fonctionne, que l'information circule correctement, mais aussi avec les partenaires avec lesquels on travaille. On l'a dit, on développe un pas de tir, mais c'est aussi pour une fusée, donc on a besoin vraiment de se coordonner, donc avec l'Ariane Group, avec l'Agence spatiale européenne. Et donc c'est l'aspect humain qui me paraît pour moi le plus sympa. Et comme je dis aux jeunes quand je vais les voir, c'est aussi faire un métier passionnant qui passionne, se lever le matin et sans avoir envie d'aller travailler, c'est majeur. On passe plus de 40 ans de notre vie à faire quelque chose. Si on le fait pas, si on y va à reculons, ça doit être terrible. Est-ce que vous avez un message à faire passer au public ? Alors, je suis allé voir des lycéens la semaine dernière. Là, ce que je leur dis et ce que j'ai envie de repasser aux gens là, c'est croyez en ce que vous faites. Si vous avez une envie, si vous avez une passion, même si vous avez peur de ne pas y arriver, si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, si vous y croyez, vous arriverez dans le domaine. On a parlé d'ingénieurs, on a parlé de technique dans le micro-trottoir, mais sur Ariane, il y a tous les métiers sur Ariane. Il y a des comptables, il y a du secrétariat, il y a des techniciens, il y a des ouvriers, etc. Donc chacun à son niveau peut travailler pour ce qu'il passionne. Et en plus, le fait de croire et d'avoir quelque chose qui nous tire, ça va aussi nous tirer vers le haut et nous permettre, que ça soit typiquement dans notre domaine, il n'y a pas assez de femmes, alors que les femmes sont tout à fait aptes à être ingénieurs, etc. Il faut que tout le monde aille faire ce qu'il a envie de faire. Et voilà. Et en bref, le mot d'ordre, c'est oser. Oser, exactement, bien résumé. Bon, on arrive bientôt au bout de notre voyage spatial, c'est notre moment coup de cœur. Alors Marine, on pourrait s'imaginer que nos deux invités, puisqu'ils travaillent dans le domaine spatial, sont des passionnés d'astronomie, mais pas du tout. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, on a évoqué d'autres passions. Donc Olivier, vous par exemple, vous aimez beaucoup la course longue en montagne. Vous faites des trails qui vont jusqu'à 200 km. Ça représente quoi pour vous de courir ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, bon, les trails en montagne, c'est une fois par an, c'est grande distance, c'est un aboutissement, c'est la nature, le dépaysement, le partage aussi. Depuis quelques temps, maintenant je l'ai fait avec mon fils aussi, ou avec ma fille, et donc c'est aussi le partage avec des amis, etc. Mais au quotidien presque, ou alors disons, je cours pas tous les jours quand même, mais c'est aussi un moment de coupure, de changer les idées, courir le midi, et quand je peux, 3/4 d'heure, 1 heure, ça permet l'après-midi d'être reparti avec des idées nouvelles, avec une pêche, etc. Et donc pour moi c'est vital et c'est une passion aussi. Vous Thierry, vous êtes adepte de la culture japonaise, vous avez dirigé le lancement de satellite au Japon, vous y voyagez aussi, on a de très belles photos pour illustrer. Est-ce que ça vous plairait d'aller vivre là-bas ? Non seulement ça me plairait, mais j'ai le projet d'aller y vivre. Donc ça se prépare, et effectivement c'est un fil conducteur important que j'ai dans ma vie. J'affectionne beaucoup la culture japonaise lorsque je peux, je m'y rends régulièrement, et très prochainement, dans les prochaines semaines d'ailleurs, je vais y retourner enfin
Le Covid-19 a permis est derrière nous et les frontières sont ouvertes. Et effectivement, le Japon, j'ai pu le croiser dans mon activité, donc professionnelle quotidienne, enfin en tout cas au centre spatial, puisque j'ai été directeur des opérations de 2 lancements de satellites qui étaient fabriqués au Japon, construits au Japon par Mitsubishi Electric, et ça m'a permis finalement de faire connaissance encore plus avec le pays et avec ses habitants. Et j'ai depuis cette époque-là, donc c'était les années 2008 et 2011, j'ai depuis vraiment de très grands amis et de très forts amis à Tokyo, enfin dans la région de Tokyo. Et dans le cadre justement d'une collaboration avec une équipe japonaise, vous avez reçu un bambou en cadeau. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire qui se cache derrière ce bambou ? Le bambou au Japon, c'est un peu le symbole de la longévité et bon, on en a beaucoup d'ailleurs en Guyane aussi des bambous, donc ça a été vraiment très simple pour mes amis japonais de m'offrir ce bambou qui finalement pour eux représentait la longévité du satellite qui venait d'être lancé avec Ariane 5, donc c'était en 2011, satellite qui depuis 12 ans fonctionne encore très bien en orbite. Donc longévité du satellite. Et quelque part, la longévité, moi je l'associe à ce que vient de dire Olivier, donc à l'endurance, parce que pour pouvoir avoir une longévité dans cette activité du spatial, qui est quand même très preneuse et très prenante, il faut être endurant. Et donc j'associe cette longévité à l'endurance. Mais bon, endurance aussi qui est, comme je vous le disais, entretenue quotidiennement par la passion. Merci Thierry, merci d'avoir été en duplex avec nous depuis le Centre spatial guyanais. Merci à vous Olivier d'avoir été présent sur le plateau de Science en Question. Notre aventure spatiale touche à sa fin et il est temps pour nous de vous dire au revoir. Alors je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour vous dire au revoir. Bon vent, bon vol, bon lancement. Quelle est la meilleure formule ? Oui, bon lancement. Bon lancement. Bon lancement, on vous souhaite de bons et bons lancements. Et puis nous, en Guyane, on aime bien dire Chambered, qui est aussi une force, enfin un signal d'endurance, et donc de bien tenir le cap, parce que on a encore de grands défis devant nous et de grandes choses passionnantes à faire. Et merci à vous d'avoir regardé Science en Question. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures scientifiques. Ciao les sorciers.